Bon midi tout le monde. Excusez-moi de mon retard, j'avais un appel téléphonique, alors c'est pour ça que j'ai pas pu commencer plus de bonne heure la lecture. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à maintenant. Bonjour à toi, Skéos. Bon dîner à toi aussi. En fait, moi, je vais dîner après la lecture de mon côté. Alors, sans plus tarder, on va aller voir notre lecture d'aujourd'hui qui s'appelle Déchu de Priscilla Grano. Oups. À fond, le petit résumé, ben, c'est déjà disponible sur Amazon si jamais vous voulez vous le procurer. Ah, non, j'ai pas mon lien. Je vais vous le copier et le mettre dans le chat. Bon, ce qui est en attente de sa pizza, tant mieux. J'espère que c'est une bonne pizza. Quel type de pizza pourrait être curieuse? Non, je vais continuer à lire un peu le petit résumé qui est ici. L'immortalité, c'est long. Démon blasé par son existence, Elka passe ses nuits à écumer les bars dans le monde des humains. Son ennui aurait dû durer encore des siècles s'il n'avait pas croisé, un soir, la route d'une fourbe manipulatrice. Cette simple mortelle, elle s'appelle Laël, et son fonds de commerce, c'est l'arnaque. Pour échapper à ses poursuivants, elle se sert du premier pigeon qui passe et le présente comme son fiancé, un riche héritier de la pègre locale. Néanmoins, Elka n'est pas un pigeon comme les autres. D'abord amusé, il entre dans le jeu de l'arnaqueuse, mais lorsqu'il se rend compte que Laëlle lui a fait les poches, elle est déjà enfuie. Commence alors un jeu du chat et de la souris entre le démon et l'humaine. Un jeu dans lequel les rôles ne sont pas toujours bien définis. Qui est réellement le chat? Qui est réellement la souris? Et surtout, qui est le plus diabolique des deux? Alors, en fait, c'est publié, si j'ai bien compris, chez ma collection Cœur d'Orange, chez les éditions Autoquill. Et l'autrice m'a envoyé, il n'y a pas longtemps, un extrait plus long que celui qui est disponible sur Amazon. Alors, on va aller le chercher immédiatement. Juste ici, mode plein écran. Voilà. Prologue. Samedi soir, une ruelle sombre au cœur de la ville. Le quartier était étrangement désert, même à 3 heures du matin. Il aurait au moins dû s'y trouver un ou deux jeunes avachis au bord d'un caniveau, ou bien un sans-abri dissimulé sous un amas de carton calé entre deux poubelles. N'importe qui, n'importe quoi, aurait été plus rassurant que cette sensation de solitude absolue. Et ce silence, c'était le silence qui précède l'avènement de quelque chose d'épouvantable. Un silence de mort, sans doute. Ah, ok, ben, ce qui a répondu à ma question, c'est President Choice, collection noire pizza au pepperoni haut de gamme, je ne l'ai pas encore goûté, 7,99 chez Maxi. Bon à savoir. De mon côté, moi, je mange plutôt voyons, pas une Delicio, voyons, j'ai Giorgio, mais c'est pas. En tout cas, je vais peut-être finir par trouver la marque, mais c'est comme. Je l'achète quand elle est en rabais, là, dans le coin de 6-7 piastres à peu près, là, c'est. Giuseppe, c'est ça, c'est Giuseppe, la pizza que je mange. La pizza congelée, pré-congelée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais reprendre ma lecture. L'homme qui courait dans la ruelle semblait fuir quelque chose. Il n'arrêtait pas de se retourner, nerveux, surveillant tout autour de lui comme s'il s'attendait à être attaqué à tout moment. Mais il était bel et bien seul, désespérément seul. Il n'avait plus aucun contrôle sur sa respiration saccadée et désordonnée. Ses bras se mirent à battre l'air comme pour chasser une nuée d'insectes, mais ne rencontrèrent aucun obstacle. Il se mobilisa un instant, scrutant l'obscurité insondable de ses yeux exorbités. Aurait-il par miracle réussi à lui échapper? Il n'osait y croire. Ce devait être une ruse. Peu importe, il fallait mettre cette occasion à profit et quitter le secteur au plus vite. L'homme reprit sa course effrénée dans les rues toujours aussi désertes. Un vent froid s'était levé en produisant un sifflement sinistre, comme échappé d'outre-tombe. Le nuage de fumée qui se formait devant le visage du fouillard à chacune de ses expirations brouillait sa vision, mais il reconnut la façade décrépite de son immeuble dès qu'il arriva en vue de celui-ci. Un sourire de soulagement osa une apparition sous ses lèvres blanchies par la peur plus que par le froid. Il poussa la porte d'entrée de l'immeuble dans un grincement sordide et se précipita vers la cage d'ascenseur, une antiquité qui ne pouvait guère transporter plus d'une personne à la fois et menaçait de tomber en panne à tout instant. Cet espace exigu procura malgré tout un insolite sentiment de sécurité à son passager. L'homme pressa le bouton du 5e étage d'un doigt tremblant, puis se laissa tomber le dos contre la paroi de métal avec un soupir.
Il ferma les yeux pour tenter de retrouver son calme. Ses jambes étaient faibles. Il serra les dents pour tenir le coup encore quelques minutes. Son lit n'était plus très loin. Ding! La porte de l'ascenseur coulissa avec une lenteur excessive, comme si elle était à bout de force elle aussi. L'homme s'appuya contre le métal, puis contre le mur du couloir qui longea jusqu'à la porte de son appartement. Il fouilla dans la poche droite de son pantalon, mais n'y trouva qu'un sachet renfermant quelques grammes d'une curieuse poudre noire. La poche gauche contenait plusieurs pièces de monnaie et un morceau de papier froissé portant le numéro de téléphone d'une fille griffonnée à la hâte. Il avait d'ailleurs déjà oublié de quelle fille il s'agissait. Avec un grognement irrité, il poursuivit l'exploration simultanée de ses deux poches arrière. Les clés daignèrent enfin faire leur apparition. Ça aurait été un comble de se retrouver coincé devant chez lui après le mal qu'il avait eu à revenir jusqu'ici. Le verrou claqua et la porte s'ouvrit. L'homme referma à double tour avant de coller son œil au Judas pour s'assurer que personne ne le suivait. Un calme immobile régnait dans le couloir. Il commençait à retrouver sa sérénité. Son cœur ralentissait peu à peu la cadence. L'homme se dirigea d'un pas lourd vers la cuisine et ouvrit le frigo pour y prendre une canette de bière. Elle était de piètre qualité, mais bien fraîche. Il colla la canette sur son front brûlant pendant quelques secondes avant de l'ouvrir avec un petit tch familier et réconfortant. Quelle soirée! Maintenant qu'il avait retrouvé la sécurité de son appartement, il commençait à douter de ce qu'il avait réellement vu ce soir. Ses yeux lui avaient peut-être joué des tours, son cerveau avait distordu la réalité, il avait halluciné tout ou partie des événements. Tandis que son esprit heurté tentait de réduire la dissonance cognitive et que la bière fraîche coulait dans sa gorge, il discerna un mouvement furtif à l'autre bout de la pièce. Son cœur se remit aussitôt à battre la chamade, si fort que ça en devint douloureux. Sa nuque se crispa violemment et des tremblements dans tout son corps reprirent de plus belle. La canette de bière tomba à ses pieds. Le liquide s'écoula sous ses semelles. Il avait été si bête de croire qu'il avait pu lui échapper. Ce bref instant de répit ne lui avait été accordé que pour rendre le jeu encore plus distrayant et cruel. Il aurait dû le comprendre plus tôt. Mais le jeu était terminé maintenant. Tout allait se terminer. Il fallait simplement espérer que ce serait rapide et pas trop douloureux. Une ombre massive, éthérée, se détacha des ténèbres. Des bras aux allures de tentacules désincarnés serpentèrent en direction de sa proie, menaçant de l'enlacer dans une ultime et froide étreinte. Au pied de l'homme paralysé d'effroi, un filet d'urine se mêla à la flaque de bière. Ses tremblements se muèrent en spasmes incontrôlables. La dernière chose qu'il contemplait dans ce monde se révélait si terrifiante que son intellect ne parvenait pas à appréhender toute la dimension de l'horreur en train de déferler sous son âme acculée, dévorant les derniers fragments de sanité d'esprit qui lui restaient. Il se sentait sombrer dans la folie à sa simple vue. Dans un dernier sursaut de lucidité, il s'empara d'un couteau de cuisine à portée de main et retourna l'arme contre lui-même. Voilà son unique échappatoire. Un rire hystérique le secoua tandis qu'il se crevait les yeux d'un geste assuré, presque salvateur. N'importe quoi pour éviter de subir la vision cauchemardesque de cette abjection. Oui, n'importe quoi était préférable à la confrontation avec la révélation crue et vertigineuse de sa vraie nature. Dans la rue, le vent froid soufflait toujours, emportant les feuilles de quelques journaux dans son passage. Le silence régnait, tout juste perturbé par le rire lointain et dément d'un homme à l'agonie. Chapitre 1. Si je mens, tu vas en enfer. Un nuage de fumée stagnait devant l'entrée du bar Lélé, nourri sans cesse par un troupeau de fumeurs compulsifs. Les conversations et les quintes de tout étaient étouffées dans le noir opaque de la nuit. Seul un vieux néon fatigué grésillait sur la façade de l'établissement en projetant sa timide lumière bleue en direction de l'obscurité dense et pâteuse jusqu'à s'y faire dévorer sans pitié. Une longue chevelure blonde fendit la masse de fumeurs qui s'écarta d'instinct pour livrer passage aux nouveaux venus. L'incarnation vivante d'un viking surgi du passé surplombait la foule d'au moins une bonne tête et s'engouffra à l'intérieur du bar. Le volume des conversations, qui avait légèrement baissé au passage remarqué de l'homme, reprit de plus belle. Les basses vibraient trop fort à l'intérieur de Lélé, mais la piste de danse était pleine et déchaînée comme tous les samedis soirs. Une jeune femme à la crinière faite de longues et fines tresses noires se frayait un passage au milieu des danseurs. Elle tenait dans ses mains, hissés haut par-dessus la masse grouillante, deux cocktails colorés ornés de classiques petits parapluies décoratifs. Elle dut refuser l'invitation à danser de plusieurs mâles téméraires avant d'atteindre le bout de la piste.
Au fond de la salle, dans le coin le plus sombre, une silhouette la surveillait à travers des mèches noires qui voilaient un regard persistant. La demoiselle esquiva un ultime séducteur avant qu'il ait le temps de l'absorber, puis s'approcha de la dernière table, en retrait dans la zone en mal d'éclairage. Elle se laissa tomber sur le sofa, couleur lit de vin, avec un soupir. L'homme qui l'attendait eut un petit ricanement réjoui. C'était le même spectacle à chaque fois qu'ils sortaient ensemble, toujours aussi distrayant de voir la déception et le désir frustré dans le regard lubrique des dragueurs éconduits. C'est pour moi, merci, s'avança l'audacieux sans gêne en tendant la main vers un des cocktails. Tu rêves, Elka, le rembarra sa camarade en retirant le verre à quelques centimètres à peine des doigts avides. Elle avala le premier cocktail d'un trait, puis reposa le verre vide avec un peu trop de force sur la table, manqua de peu de le fêler. Elka s'amusa de cette bravade. Il n'était pas surpris par la réaction de la jeune femme, elle était tout ce qu'il y a de plus prévisible, à vrai dire. Ils se connaissaient par cœur tous les deux. L'insoumise adressa un regard défiant au jeune présomptueux et enchaîna avec le deuxième cocktail cul sec. Un sourire crâneur dévoila ensuite ses petites canines pointues. Elle était satisfaite de son effet. Bravo, Hélène, t'es fière de toi? Taquina Elka. Oui, elle était assez fière de lui avoir fait payer sa hardiesse. Au départ, elle avait eu l'intention de lui proposer un verre, mais l'air arrogant qu'il avait affiché en tentant de se servir seul, comme si tout lui était dû, avait titillé le goût de Hélène pour l'humour caustique et les représailles. Toujours divertie par la situation, Elka se pencha pour ramasser la bouteille de bière aux 3 quarts vide qui était posée à ses pieds et la termina dans la foulée. Je suis à sec, constata-t-il en alignant la bouteille avec les 2 verres vides sur la table. Tu vas devoir y retourner, ma chère Hélène. Il la fixa avec un air solennel, mais elle éclata de rire. Celui qui la pirait à sa volonté n'était pas encore né. Elka ne regarda pas non plus contenance bien longtemps et laissa échapper un sourire en coin tout en envoyant une bourrade amicale dans l'épaule de sa canaille de camarade de soirée. Bon Lurk, Skaos, mange ta bien, ça vaut bien ta pizza. Alors, où est-ce qu'on était rendu? Se laissant couler dans les coussins trop moelleux, ils observèrent un moment en silence les danseurs sur la piste. Excusez-moi. L'un d'eux se détachait du lot, grand et très musclé, le teint hâlé, avec des dreadlocks qui dansaient autour de son visage avenant. C'était leur ami, Zeph pour les intimes, un vrai aimant à filles. Lui, au moins, avait l'air de bien profiter de sa soirée. Je me demandais, songea Elka en observant les filles se battre pour pouvoir frotter leur postérieur contre Zeph au rythme endiablé de la musique. Hum? L'encouragea Hélène d'un air distrait, elle aussi hypnotisée par le spectacle sur la piste. Pourquoi tu continues à venir ici? Tu rembarres à chaque fois tous les gars qui t'abordent. Hélène haussa les épaules avec désintérêt. 2 filles avaient commencé à s'écharper autour de Zeph, qui tentait de les éloigner l'une de l'autre tout en évitant les coups de sac à main à paillettes. Pour voir ça, rit Hélène en désignant la scène dans laquelle était embringué leur ami. C'est vrai que ça aurait été dommage de rater ça, reconnut Elka. Zeph a le don pour s'attirer des ennuis. Et toi, pourquoi tu continues à venir? Je t'ai pas vu traîner avec des filles depuis un bon moment. C'est toujours mieux que de traîner chez nous, soupira-t-il avec ennui. Les filles dans les soirées arrosées, il en avait fait le tour, pensait-il. Toutes les mêmes, moulées dans des petits morceaux de tissu synthétique aux couleurs criardes, trop maquillées, permanentées et bavardes à n'en souhaiter perdre l'audition pour toujours. Elles cherchaient toutes la même chose, un gros portefeuille ou à défaut un joli minois qu'elles auraient plaisir à découvrir à leur côté le lendemain matin après avoir dessoulé. Elka appartenait à la deuxième catégorie. Avec ses cheveux noirs de jet qui voilaient un regard d'un brun chaud aux éclats cuivrés, ses traits bien dessinés et sa silhouette mince mais athlétique, il n'avait qu'à claquer des doigts pour attirer la jante féminine dans ses filets. C'était si facile que c'en était d'un ennui mortel. Le tombeur arrogant ne trouvait plus le moindre amusement à côtoyer ces humaines superficielles. Il avait renoncé à cette distraction depuis longtemps, même si les filles continuaient à s'agglutiner autour de lui comme des mouches sur un pot de miel. En réalité, l'ennui était le véritable problème de Elka. L'esthète se complaisait dans une forme de mélancolie morose qui seyait mieux à un vieillard usé par la vie qu'à un gamin qui ne paraissait pas faire plus de 25 ans à première vue. Cependant, n'ayant pas encore trouvé le moyen de remédier à ce désagrément de manière efficace, il continuait à fréquenter les bars avec ses amis comme à leur habitude. Certains jours de chance, l'anonymat dont bénéficiaient les 3 fêtards leur permettait d'expérimenter quelques distractions momentanées,
d'oublier ainsi leur véritable place dans ce monde et l'astreinte qui était la leur. Dernièrement, Hélène avait souvent l'air préoccupée elle aussi. Ils partageaient tous deux ce vague à l'âme, mais n'en discutaient pourtant jamais, préférant donner le change à défaut d'espérer y trouver une solution. Là d'où il venait, il valait mieux garder ses faiblesses pour soi. Zeph réussit enfin à se débarrasser de ses admiratrices un peu trop insistantes, mais elle continuait à leur tenir à l'œil à distance pendant qu'il se rapprochait de la table de Elka et Hélène. Les gars, dit-il d'un air soucieux, j'ai aperçu un grand blond qui a rien à faire là, près de l'entrée. Il m'avait tout l'air d'un gardien. Bon sang, j'espère que c'est pas une sentinelle. C'est rien, le rassura Elka. Il est pas là pour nous. On n'a rien fait de mal ce soir. Zeph jeta un coup d'œil anxieux par-dessus son épaule. Tant pis pour les filles, il valait mieux faire profil bas cette nuit. Le grand costaud s'installa sur le sofa à côté de Elka et saisit la bouteille de bière sur la table. Il colla son œil au goulot pour constater avec désarroi qu'elle était vide. On avait encore bu son carburant pendant qu'il batifolait ailleurs. Ses amis étaient d'incorrigibles casse-pieds. Sans donner d'explication, Hélène quitta soudain la table. J'en ai pas pour longtemps, annonça-t-elle, l'air pressé. Ramène-nous des bières, cria Elka tandis qu'elle s'éloignait dans la foule. Un bras se hissa au-dessus du troupeau, le major dressé en direction des deux assoiffés. L'amabilité selon Hélène. Hey, salut les shooters, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais prendre une petite gorgée de café. Au premier étage de l'allée se trouvait une petite salle de restaurant, façon bistrot à la bonne franquette. À cette heure tardive ou matinale, selon la façon dont on voyait la chose, on n'y servait plus les clients, mais la salle restait toujours ouverte pour ceux qui cherchaient un endroit plus calme où se poser. Dans un recoin, un couple s'embrassait goulûment sur une banquette, comme s'ils se croyaient dans une chambre d'hôtel. Quelques tables plus loin, un groupe de jeunes riait fort et pratiquait divers jeux d'alcool à base de capsules et de bouteilles plus ou moins vides. Près de l'entrée, une femme à l'air excédée faisait les 100 pas en essayant sans succès de joindre quelqu'un au téléphone. Enfin, installés près d'une fenêtre, un homme et une femme semblaient engagés dans une conversation formelle. Plusieurs documents papier s'étalaient sur la nappe à carreaux, conférant à la rencontre des airs de rendez-vous d'affaires. La jeune femme replaça discrètement une mèche de cheveux châtains sous sa perruque rousse et rajusta son blazer, qui offrait son voisin une vue sur un décolleté plongeant. Le regard de l'homme ne cessait de s'égarer et de chercher à découvrir s'il n'y avait vraiment aucune autre pièce de tissu sous cette petite veste cintrée, au lieu de se concentrer sur les contrats qu'on lui présentait avec professionnalisme. Étienne, tu as bien compris que c'est un placement qui présente un risque relativement négligeable, n'est-ce pas? Interrogea la séductrice en posant une main délicate sur le bras de sa proie. L'homme fut pris au dépourvu, il aurait eu honte de lui avouer qu'il s'était laissé distraire et qu'il avait manqué une bonne partie des explications, alors il préférait jouer le jeu et se laisser porter par l'enthousiasme de la belle. Elle s'appelait Laëlle. Il l'avait rencontrée 2 semaines plus tôt lors d'un cocktail d'entreprise et était immédiatement tombé sous le charme de cette jeune gestionnaire de patrimoine indépendante comme elle se présentait. Il s'était senti si flatté lorsqu'elle avait délaissé le bras du directeur de service avec qui elle était arrivée pour s'intéresser à lui. Il l'avait écouté parler de son métier, du cours de la bourse et de placements financiers pendant une bonne partie de la soirée, même s'il devait bien avouer qu'il n'y comprenait pas grand-chose. Elle avait l'air de savoir de quoi elle parlait en tout cas. Et puis, le directeur du service publicitaire lui avait déjà confié une partie de ses économies, alors elle devait être digne de confiance, non? Étienne avait toujours eu un faible pour les Russes, ça altérait peut-être son jugement. Néanmoins, il était prêt à prendre quelques risques pour garder l'attention de ses grands yeux verts juste un peu plus longtemps. Étienne, répéta-t-elle avec un doux sourire qui le tira de sa rêverie. Oui, oui, bien sûr, c'est très clair, improvisa-t-il sans réellement savoir à quoi il répondait. Si on faisait affaire tous les deux, on sera amenés à se revoir régulièrement, insinua-t-elle, le regard enjôleur. Il était à point. Il allait signer et lui confier une coquette petite somme. Ce gars-là avait été la victime la plus facile à laquelle elle s'était frottée depuis un moment. Elle allait se refaire grâce à lui et enfin pouvoir régler ses vieilles dettes tenaces. Alors que la baratineuse se demandait s'il serait judicieux ou non de lui faire un peu de pied sous la table, elle remarqua 2 personnages familiers dans le couloir et perdit un peu de sa contenance. Avec empressement, elle attrapa la mallette posée à ses pieds, la renversa à moitié et laissant échapper 2 téléphones sur le sol. Elle rangea à la hâte ses affaires éparpillées et se redressa. Excuse-moi, Étienne, j'ai oublié un rendez-vous très important ce soir, se justifia-t-elle en posant une main tendre sous son épaule. Réfléchis à ma proposition et rappelle-moi vite, on se revoit bientôt. Elle déposa un baiser fugace sur le front de la proie en sursis,
qui en resta planté sous sa chaise comme deux ronds de flanc, encore troublés par la douce caresse de la chevelure rousse sur son visage. Les deux hommes dans le couloir, un grand et un petit, surveillaient les déplacements de la Laëlle. Ils bloquaient le seul accès à la salle de restaurant, et elle n'avait pas d'autre choix que de venir à eux, ce qu'elle fit d'un pas décidé et avec un aplomb fin. Parlons plus loin, intima-t-elle en passant sous leur nez, sans ralentir et sans leur accorder un coup d'œil. Le plus grand interrogea du regard son collègue qui compensait sa petite taille et son embonpoint par un tatouage dans le cou. Ça lui conférait un aspect plus menaçant. Ils haussèrent les épaules avec indifférence et acceptèrent de suivre Laëlle plus loin dans l'angle du couloir, hors de vue des occupants de la salle de restaurant. Dos au mur, la jeune femme se retrouva coincée dans une posture inconfortable entre ses deux poursuivants. Elle résista à l'envie de serrer sa mallette contre elle, comme un bouclier rassurant, hors de question de laisser paraître la moindre faiblesse. « C'est pas facile à retrouver, miss, » nota le tatoué en plissant les yeux pour se donner l'air plus sévère. « Votre patron a mon numéro de téléphone, » se défendit-elle. « Tu réponds jamais, tu lui as donné le bon au moins? C'est pas très professionnel tout ça. J'ai dit que je le rembourserais. Je suis sur un coup. Laissez-moi une semaine pour boucler l'affaire. » Les deux hommes de main échangèrent un regard peu convaincu. Cette petite arnaqueuse leur avait déjà filé entre les doigts plusieurs fois, et elle avait embobiné leur patron en lui fourguant une reproduction d'un tableau de maître soi-disant indiscernable du vrai, mais qui avait été détecté au premier coup d'œil par un professionnel. Impossible de faire confiance à cette fille. Le plus grand toisa Laëlle en se penchant au-dessus d'elle avec un regard concupissant. Il posa une main sur le mur juste à côté de son visage pour la bloquer. « Moi, je propose qu'on prenne un acompte tout de suite, » menaça-t-il avec un rictus salace. Son camarade tatoué ricana. Il avait bien envie lui aussi de donner une leçon à cette pain-bêche manipulatrice. Elle méritait de récupérer la monnaie de sa pièce pour les avoir fait tourner en bourrique pendant plusieurs jours alors qu'il ratissait la ville à sa recherche. Laëlle sentait la menace s'accentuer. Pour ne rien arranger, il était urgent qu'elle s'éloigne de ce couloir avant qu'Étienne ne quitte le restaurant. S'il la voyait en mauvaise posture avec ses brutes, ça risquait de griller sa couverture et de lui faire perdre sa proie. « Je ferais pas ça si j'étais vous, » recommanda-t-elle sans se départir de son sang-froid. « Vous savez que je suis la fiancée de Léo Valfort, non? » Les hommes de main s'immobilisèrent, la mâchoire crispée. Ça les faisait enrager, mais elle avait raison. Cette petite peste avait réussi à se mettre dans la poche le fils du chef de la pègre locale, un vrai gros bonnet. Ils ne faisaient pas le poids avec leur patron, qui n'était qu'un insignifiant homme d'affaires un peu véreux sur les bords. Ils ne pouvaient pas se permettre de lever la main sur cette fille, aussi exaspérante soit-elle, sans risquer des représailles de la part du fiancé et de son influente famille. Si l'intimidation ne fonctionnait pas, il ne leur restait pas grand-chose d'autre comme option pour obtenir gain de cause. Alors que le cerveau des deux brutes souffrait d'un incident technique momentané, elle songea qu'il était temps de pousser sa chance. « D'ailleurs, Léo ne devrait pas tarder, » précisa-t-elle. « On a rendez-vous ici ce soir. » Elle profita du bref instant de flottement que son annonce avait provoqué pour se glisser sous le bras en travers de son chemin et s'éclipser au plus vite. Ces deux types allaient rapidement reconnecter les câbles dans leur esprit pâteau et chercher à la rattraper, mais elle espérait avoir rejoint une zone peuplée d'un peu plus de témoins d'ici là. Hélène se hissa sur la pointe des pieds pour voir au-dessus de la foule. Elle était grande, mais pas assez pour balayer toute la salle d'un seul regard. La jeune femme se rongeait les ongles d'un geste machinal tout en scrutant les visages sur la piste de danse. Si Zeph avait aperçu un gardien blond, ce dernier devait se trouver tout près. Ces gars-là passaient rarement inaperçus en général. Du coin de l'œil, Hélène crut voir passer une fugitive chevelure dorée dans le couloir. Elle suivit son intuition hors de la salle principale du bar, remontant le passage exigu qui menait aux toilettes. Une file d'attente s'étirait devant la porte réservée aux femmes, personne devant celle des hommes. Totalement indifférente au regard outré des demoiselles en ligne bien ordonnée, Hélène poussa la porte assignée à ses messieurs. Sa gorge se noua quand elle tomba nez à nez avec un immense viking blond qui, contrairement à elle, ne semblait pas surpris de l'avoir débarqué. Selon toute vraisemblance, il s'attendait à être suivi, même jusque dans les toilettes. Pourtant, tous deux se fuyaient à présent du regard, embarrassés. Le bruit blanc assourdissant d'un non-dit emplissait l'espace saturé par des odeurs de javel et de poisson. « Nit, qu'est-ce que tu fais ici? » interrogeait-elle en restant près de la porte. « Je savais pas que tu serais là ce soir, je te le jure. C'est pour le travail, » expliqua-t-il. « On a signalé des comportements suspects, possiblement sous influence illicite. » Le viking penaud préféra se laver les mains au lavabo avec soin plutôt que de faire face à la fière Amazone. C'est le moment que choisit un importun pour entrer dans les toilettes. La porte heurta le dos de Hélène dont l'expression se durcit aussitôt. « Occupé » gronda-t-elle,
péremptoire tout en claquant la porte au nez de l'intrus refoulé. Nit ne put s'empêcher de sourire avec tendresse. L'impétuosité de la jeune femme l'avait toujours séduit, mais c'était aussi ce qui la rendait dangereuse. Il réalisa qu'il avait eu tort de venir ici. Il avait secrètement espéré la croiser dans ce bar qu'elle fréquentait de façon régulière, mais c'était une erreur. Il appartenait à deux mondes différents. Il suivait la voie de la justice, tandis qu'elle arpentait des chemins corrompus. Il n'avait pas le droit de céder à nouveau à l'attirance immorale, qui ne manquait pas de les consumer chaque fois qu'ils se trouvaient dans la même pièce. Naberia, je ferais mieux de m'en aller, annonça-t-il en osant enfin la regarder dans les yeux. Non, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Je vais pas te laisser te défiler comme ça. Elle s'avança d'un pas décidé vers l'homme plus grand qu'elle d'une bonne tête, pourtant c'était lui qui se sentait intimidé. Hélène enrageait de voir ce grand gaillard aussi passif, elle brouillait d'envie de le secouer et de le frapper dans l'espoir d'en tirer enfin une réaction un peu moins fade. Elle lui avait dit de ne plus se présenter à elle, mais puisqu'il tendait le bâton pour se faire battre, il fallait bien qu'elle en fasse quelque chose maintenant. L'Amazone poussa le Viking contre une petite porte de cabinet derrière lui. Le bâton s'ouvrit à la volée et il claqua en faisant trembler la structure fragile sous l'impact. Nit ne se défendit ni quand son assaillante le plaqua contre la paroi tapissée de graffitis obscènes, ni quand elle le saisit au col pour l'obliger à pencher son visage vers elle. Elle ne l'embrassa pas, elle le dévora. Et il aimait ça. Sans permettre à sa victime de reprendre son souffle, Hélène referma le couvercle des toilettes d'un mouvement habile du pied. Elle jeta un nid pieusement consentant sur le siège et démontra une absence totale de respect envers les boutons de chemise qu'elle arracha dans la foulée. Dans un dernier sursaut de lucidité, Nid parvint à soustraire un instant ses lèvres à la dévoreuse insatiable. Insatiable. S'il te plaît, Naberia, on ne doit plus faire ça. Si on nous découvrait. L'insolence brilla dans les pupilles sombres de la chasseresse. Elle recula d'un pas, un sourire irrévérencieux au coin des lèvres, et fit passer son t-shirt floqué Metallica, Master of Puppets, par-dessus la couronne de ses tresses noires. Deux seins ronds et arrogants défiaient le viking cloué sous son trône de faïence. Nit déglutit. Ok, mais c'est la dernière fois, chevrota-t-il. L'impitoyable tentatrice fondit sous sa proie dans un éclair fiévreux, débridé, affamé. Bon, hey, Shuta qui me répond. Hello, je viens de finir mon dernier client, je vais aller me chercher un snack. Hey, il me dit salut. Je veux dire, bon snack, profite-en bien, pendant que je continue ma lecture. La jambe de Elka trépidait sous la table, faisant vibrer et s'entrechoquer les verres de cocktail vides. Il s'ennuyait comme un rat mort. Hélène avait filé en douce et Zeph contait Fleurette à une mignonne qu'il avait invitée à la rejoindre sur le sofa. Tenir la chandelle, très peu pour lui. Il se redressa en percevant un léger craquement dans ses vertèbres. Il avait passé tellement de temps sur ce sofa qu'il aurait bien pu y finir encastré pour toujours. Zeph avait le nez plongé dans le cou et la chevelure de sa dernière conquête. Inutile de chercher à lui parler, il n'aurait pas remarqué une invasion de sauterelles tant il était absorbé par son activité. Elka s'éloigna donc vers la piste de danse sans un mot et traversa la salle en décourageant d'un regard noir les séductrices appâtées. Il n'était pas d'humeur à être dérangé. Il n'était de toute façon pas d'humeur à grand-chose ces temps-ci. Hélène n'avait pas l'air de se trouver dans le couloir non plus. Il n'y avait que quelques fêtards titubants qui se dirigeaient vers la sortie tout en enfilant leurs vestes. Et il y avait cette fille rousse pressée qui bousculait tout le monde sous son passage. Deux hommes à la mine patibulaire la poursuivaient. Elka croisa le regard déterminé de la fille qui burfequa tout à coup vers lui, comme si elle avait décelé une forme d'invitation tacite dans ce contact visuel fortuit. En l'espace de quelques instants rocambolesques, elle l'avait saisi fermement par le col pour l'attirer à elle et planquer un baiser impétueux sur ses lèvres. Elle comprit qu'il jouait le jeu quand il sentit la main de cet inconnu providentiel glisser au creux de ses reins pour la retenir. La façon dont il l'arrimait contre son buste frisait l'indécence. Le profitant ne cherchait d'ailleurs pas du tout à abréger leur baiser, qu'il accompagnait avec une fièvre et une malice éhontée. Excusez. Quand elle l'avait vu apparaître dans le couloir avec son look de dandy négligé et son petit air arrogant, elle s'était dit qu'il correspondait exactement à ce dont elle avait besoin pour se tirer de ce mauvais pas. Et quand elle avait croisé son regard, elle avait eu la conviction qu'elle pourrait compter sur l'aide de cet étranger. Depuis longtemps, elle se plaisait à croire qu'elle était un excellent juge de caractère et qu'elle pouvait cerner les gens en une fraction de seconde. Non que l'expérience n'ait jamais proprement soutenu cette conviction. Lentement, Laëlle libéra les lèvres de son complice impromptu.
Elle lui adressa un regard appuyé qu'elle pensait vecteur d'un message explicite, mais il se demandait seulement si cette rouquine peu farouche avait bien toute sa tête. Léo, tu es enfin arrivé, mon chéri! S'exclama-t-elle en surjouant à peine. Les deux hommes qui poursuivaient la haie s'étaient arrêtés devant le couple et examinaient d'un œil soupçonneux le pseudo-fiancé. Ils n'avaient jamais rencontré Léo Valfort en personne, mais ses vêtements trop chics pour les lieux et, surtout, le regard à la fois condescendant et méprisant qu'il jetait sur eux les convaincus qu'ils ne se tenaient pas en face d'une personne qui faisait bon contrarier. Monsieur Valfort, la demoiselle est bien votre fiancée? S'enquit le petit homme au cou tatoué, soucieux d'avoir l'air suffisamment respectueux quand il s'adressait au jeune esthète. Voilà une situation fort distrayante. Elka observa le sourire crispé de la femme à ses côtés. Elle le fixait avec les yeux implorants d'un chiot plein d'espoir. Il réprima un rictus amusé pour maintenir son masque d'indifférence glaciale à l'égard des deux hommes. Elka ne savait pas comment interpréter le rôle de ce Valfort dont il ignorait l'identité, mais il avait bien remarqué que ses importuns puaient le danger et que la rouquine comptait sur lui pour l'en débarrasser. Soit, faire peur, c'était dans ses cordes. Qu'est-ce que vous voulez à ma fiancée? Demanda-t-il en convoquant toute la noirceur dont il était capable à la fois dans sa voix et son regard. Laëlle était rassurée de voir qu'elle s'était dégoté un allié de poids. Le rôle seyait comme un gant à ce garçon. Elle s'agrippa à son bras et se hissa sur la pointe des pieds pour parler plus près de son oreille en jouant la demoiselle intimidée. Je dois de l'argent à leur patron. J'ai promis de rembourser, mais il ne veut pas me croire. Les deux brutes rongeaient leurs freins. Voir cette arnaqueuse minauder et faire l'innocente devant son fiancé avait de quoi les faire vriller, mais ils ne pouvaient pas se permettre de déraper devant Léo Valfort. La parole de ma fiancée vaut la mienne, affirma Elka, sur un ton sans appel. Et je suis un homme de confiance, n'est-ce pas? Oui, monsieur Valfort, bien sûr, on n'en doute pas, répondirent-ils en bafouillant en chœur. Alors, si elle vous dit qu'elle remboursera, c'est elle qui sait qu'elle le fera. Excusez, j'ai un peu de misère. Déguerpissez maintenant. Les deux hommes se regardèrent dans un moment de flottement, puis décidèrent d'un commun accord. Ah, excusez-moi. Excusez-moi pour cette petite interruption. Ensuite, on va retourner. Fait qu'on va dire, bon, on avait dit décarpisser maintenant. Les deux hommes se regardèrent dans un moment de flottement, puis décidèrent d'un commun accord d'en rester là pour ce soir. Ils saluèrent le couple avec un respect contraint, puis quittèrent le bar en lançant un dernier coup d'œil contrarié à la jeune femme. Elle avait eu de la chance cette fois, mais elle n'avait pas dit leur dernier mot. Phew! Soupira Laëlle en relâchant enfin la pression. J'ai cru que je me débarrasserais jamais de ces imbéciles. Je dois dire que c'était plutôt divertissant de flanquer la trouille à Laurel et Hardy, admit son complice. Merci pour ton aide, faux Léo, dit-elle en le gratifiant d'une tape sur l'épaule. Elka, corrigea-t-il. Pardon? Interrogea-t-elle en fronçant les sourcils d'incompréhension. Elka, c'est mon vrai nom. Elka? C'est bizarre comme prénom, jamais entendu. C'est slave? Ce sont des initiales, expliqua-t-il avec lassitude. Et voilà, l'interlude d'amusement arrivait à son terme. Elka en avait déjà assez de cette conversation triviale et sans intérêt. Leur petit jeu de rôle n'avait pas duré bien longtemps, mais ça lui avait fait du bien pendant quelques minutes. Pourtant, il se sentait déjà revenir à son humeur sombre et blasée habituelle. Il ne restait plus qu'à se débarrasser de cette punaise envahissante et bien trop désinvolte à son goût. Les initiales de quoi? Le relança-t-elle, soudain très intriguée. Oh, attends, ne me dis pas, je vais deviner. Elle sautilla sur place, bien trop excitée par ce mystère à résoudre. Est-ce qu'il avait vraiment bien fait de l'aider? Il aurait peut-être évité ce moment étrange et gênant s'il avait laissé Laurel et Hardy s'occuper d'elle. Tu t'appelles Logan Kevin, proposa-t-elle avec beaucoup trop d'enthousiasme pour être honnête. Tu te fous de moi? Non, attends, alors c'est peut-être Ludwig Kenneth ou Lothar Kader. Elle se foutait de lui. Il lui avait évité de passer un mauvais quart d'heure avec deux brutes en rogne contre elle et, en guise de remerciement, elle se moquait de son prénom comme une collégienne mal élevée. Mais qu'est-ce qui lui passait par la tête? Si seulement elle savait qui il était, elle ferait moins la maligne. Il se pencha vers elle, en plissant le nez, et attrapa l'essovelé par la mâchoire en lui écrasant les joues. Une brève inspiration près de son visage stupidement déformé confirma ses doutes. T'es saoul, constata-t-il avec familiarité. Mais pas du tout, se vexa-t-elle en chassant le bras du malotru pour récupérer l'intégrité de son visage malmené. Tu sens le rhum et l'ananas.
Je t'ai pas autorisé à me renifler. Tu te prends pour un chien de chasse ou quoi? Tu dois plus avoir les idées claires, poursuivit-il sans aucun tact. C'est toi qui as pas les idées claires, répliqua-t-elle. Ça se voit, t'as l'air malade. Pourquoi t'es si pâle d'abord? T'es un vampire, c'est ça? Cette fille était complètement délirante. Elle ne reculait devant aucune absurdité pour avoir le dernier mot. Elka se trouvait embarquée dans une scène sans queue ni tête. Décontenancée, tant l'incongruité de cette interaction lui retournait le cerveau, il ne se sentait pas encore capable de déterminer si ce type de passe-temps était acceptable ou non. Ça valait peut-être la peine de creuser davantage la question. Mais à peine la rouquine avait-elle éveillé à nouveau l'intérêt du jeune homme qu'elle lui joua un autre tour. Hé, mais c'est John Siegel, l'acteur principal du blockbuster avec des vampires qui brillent, là, s'écria Laëlle. Toutes les filles qui se tenaient dans la file d'attente pour les toilettes au bout du couloir se retournèrent d'un même mouvement et, avant qu'il ait le temps de comprendre quoi que ce soit, Elka se retrouva encerclée par une horde de fans surexcités. Sa fausse fiancée d'un soir profita de la diversion pour s'éclipser. Elle s'était bien amusée avec Elka le temps de leur petit manège, mais il était grand temps de disparaître sans laisser de traces. Elle avait déjà atteint la porte de sortie quand elle entendit l'énergumène la héler à travers la cohue. Hé, la rouquine! Reviens, tu m'as même pas dit ton nom! T'as qu'à m'appeler LR, relança-t-elle avant de filer dehors sans se retourner. LR, comme dans la rouquine? Quelle peste! Elle se sera moquée de lui jusqu'au bout. Non, vraiment, il n'y avait aucun regret à avoir. Bon débarras. Les fans du vampire de cinéma avaient commencé à se disperser, déçus de la supercherie. Certaines continuèrent à lui tourner autour malgré tout, agréablement surprises de ne pas y perdre au change avec cet anonyme au moins aussi plaisant à regarder que l'original. Elka fouilla dans ses poches. Il ressentait l'envie soudaine d'ingurgiter 2 ou 3 verres de bon rhum pour se remettre de cette scène aberrante. Mais bon sang, où était passé son argent? Il était pourtant sûr de... La garce! En plus de cette fichue de lui, elle avait osé lui faire les poches. Excédée, Elka se rua vers la sortie. Personne ne s'en prenait à lui impunément. Jamais. Il allait la rattraper et lui faire avaler son foutu air d'emmerdeuse de première, clouer son bec insolent de sale gamine et la regarder se traîner par terre de honte en l'implorant comme une pitoyable loque de bien vouloir épargner son ridicule petit cul de baratineuse. Enfin, quelque chose dans ce goût-là, en tout cas. Elka bouscula les fumeurs attroupés devant le bar et se précipita au milieu de la rue, mais il n'y avait aucune trace de la rouquine. Comment avait-elle pu s'évanouir dans la nature aussi vite? Frustré comme un chien à qui on a retiré son os, il se retourna dans toutes les directions à l'affût de sa proie. Soudain, sorti de nulle part, un camion lancé à vive allure entra en collision brutale avec le jeune homme inattentif au milieu de la rue. Sébastien Attias officiait comme inspecteur de police depuis plusieurs années. Ce matin, on l'avait tiré de son sommeil bien trop tôt pour lui demander d'intervenir en urgence dans un immeuble où un corps de sexe masculin horriblement mutilé venait d'être découvert. Adieu la grosse matinée et le petit déjeuner convivial avec sa femme et ses 2 enfants, le boulot passait malheureusement en priorité. L'inspecteur avala sans tarder son café à emporter, déjà le 3e, pour se donner un coup de fouet, mais sans grand succès. Résigné à n'être qu'à moitié réveillé, il poursuivit l'équipe qui avait déjà sécurisé les lieux et préparait le matériel photo. C'est bon ça, un burger au poulet? Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Sébastien pénétra dans un petit appartement crasseux et une forte odeur de sang le prit à la gorge. Il avait dû avoir l'habitude, pour autant que l'on puisse s'habituer aux effluves de la mort, mais c'était particulièrement intense cette fois-ci. De toute évidence, la victime avait perdu beaucoup de sang, puisque c'était la voisine du dessous qui avait contacté la police quand des gouttes d'un rouge sombre avaient commencé à tomber de son plafond détrempé. L'inspecteur s'approcha avec prudence du corps étendu sur le parquet de la cuisine. Baignant dans une flaque coagulée de sang noir, un grand couteau de cuisine à portée de la main, les yeux crevés, le visage et le thorax lacérés de nombreux coups de lame, c'était à la fois désolant et pénible à regarder. Une collègue rejoignit Sébastien en lui donnant quelques papiers. Notre édipe s'appelle Kian Thomas. 34 ans, livreur, il vivait seul, résuma-t-elle brièvement. La porte d'entrée était verrouillée et les fenêtres fermées. Pour l'instant, tout porte à croire que c'est un suicide. C'était difficile à croire. Qui se suiciderait de cette manière épouvantable? Il fallait être complètement fou pour en arriver à un tel déchaînement de haine contre soi-même. Sans parler de la douleur insoutenable qui aurait dû l'arrêter bien avant de parvenir à assassiner autant de coups consécutifs. Il s'était acharné avec une obstination fanatique, sous l'impulsion de la démence ou du désespoir, jusqu'à en perdre connaissance. À quelle vision cauchemardesque avait-il cru pouvoir se soustraire en s'aveuglant de la sorte?
Les voisins rapportent avoir entendu un rire hystérique qui venait de cet appartement vers 3 heures du matin, poursuivit la collègue, et on a retrouvé ça dans sa poche. Elle brandit un sac plastique à l'intérieur duquel on avait placé un minuscule sachet contenant une curieuse poudre noire. Sébastien n'avait encore jamais rien vu de tel. S'agitait-il d'une nouvelle drogue émergente? Si la victime était sous l'emprise de stupéfiants puissants, ça pouvait peut-être expliquer ce suicide complètement irrationnel. Impossible de le savoir avant que le labo ait pu analyser cette poudre noire et boucler le rapport toxicologique de Kian Thomas. La diffusion d'une nouvelle drogue dans les rues provoquerait des ravages. L'inspecteur espérait sincèrement qu'il ne s'agisse pas de ça. Tout à coup, une image familière attira son attention sur le frigo de la victime. Il s'agissait d'une fleur violette sur une carte de visite coincée sous un aimant. Sébastien avait déjà vu cette carte et ça ne lui pesait pas du tout de la retrouver là. Imprimée en caractères délicats et féminins, on pouvait lire Laëlle Lingerie. Il faisait sombre. C'était humide et poisseux, hautement désagréable. Soudain, une main griffue déchira la fine membrane qui recouvrait le visage de Elka et l'énorme cocon organique qui le retenait prisonnier se délita en lambeaux de chair suintant. Le jeune homme tomba à 4 pattes sur le sol, entièrement nu et recouvert d'un liquide gluant à l'odeur infecte. Ce n'était toutefois plus vraiment le corps d'un jeune homme, car ici il retrouvait son apparence démonique originelle. Sa peau était encore plus pâle que celle de son incarnation dans le monde des humains, mais elle était recouverte d'innombrables tatouages et marques de scarification. Son corps tout entier ressemblait aux pages d'un livre rédigé dans une langue ancestrale oubliée. Sur la tête, il arborait 2 impressionnantes cornes striées et recourbées comme celles d'un bouc. Ses oreilles étaient effilées comme un elfe, ses doigts griffus comme un vautour et sa queue fourchée comme le diable lui-même. Et il toussa et cracha des filets de la même matière poisseuse dans laquelle il avait baigné à l'intérieur du cocon, luttant pour arriver à respirer. Peu d'expériences s'avéraient plus déplaisantes dans l'existence d'un démon que les désagréments liés à la génération d'une nouvelle enveloppe physique. C'était le prix à payer pour l'immortalité, une incommodité qui allait de pair avec les risques pris lorsque l'on désirait s'amuser incognito dans le monde imprévisible des mortels. Un rire méprisant retentit dans la petite grotte aux parois organiques chaudes et palpitantes, comme si une vie propre animait la matrice des enfers. Bélial, cracha Elka avec dédain. Je vois que l'avorton de la portée s'est encore ridiculisé. Le démon qui toisait Elka était bien plus grand et plus massif que lui. Il exhibait des crocs ruisselants de bave si démesurés qu'il ne parvenait même pas à fermer correctement la gueule, et ses pupilles voilées de noir empêchaient de déterminer où il posait vraiment son regard, mettant systématiquement mal à l'aise les gens en face de lui. Elka se redressa avec difficulté. Dans son dos, 2 volumineuses ailes constituées de plumes anthracites pendaient jusqu'à effleurer le sol de leurs pointes. L'équilibre lui fit défaut l'espace d'un instant, et c'était toujours délicat de maîtriser un corps fraîchement sorti de son cocon. Il écarta les mèches noires collées en travers de ses paupières et dévoila les traits de son visage. Ils étaient identiques à ceux de sa version humaine, à l'exception de ses canines bien plus pointues et d'une fente verticale féline au cœur de ses pupilles de lave incandescentes aux notes tirant vers le rouge. Sa peau se mit à excréter une épaisse substance noire. La matière se constitua en rubans et multiples bandes filandreuses jusqu'à recouvrir partiellement différentes zones de son anatomie, telles des lambeaux poisseux de vêtements déchirés. Combien de temps j'ai passé dans le cocon de régénération? Demanda Elka avec irritation. Presque 2 jours, répondit Bélial, narquois. Quand je vais raconter aux autres que tu es mort en courant après une humaine, tu vas être la risée des enfers pendant des siècles. L'imposant démon repartit dans un grand rire plein de mépris. Elka revala son fiel. Rien de bon ne pouvait sortir d'une confrontation avec Bélial. D'autant plus que c'était la vérité, cette fois il était mort de façon vraiment risible, et c'était déjà sa 2e imprudence cette année. Quelques mois plus tôt, il avait perdu son corps de façon stupide dans une rixe avec de banals mortels. C'était d'autant plus humiliant que son apparence humaine était dotée d'une force bien supérieure à celle d'un simple homme. Il avait toujours aisément le dessus dans les bagarres, ce qui gâchait toujours d'ailleurs un peu le plaisir de ce genre de distraction. Mais cette fois-là, sans doute un peu trop sûr de lui, il avait été négligent et un adversaire qu'il avait sous-estimé était parvenu à le suspendre par derrière et à lui trancher net la gorge. Assassiné par un vulgaire voyou de bas quartier, c'était déjà un déshonneur immense, mais réitérer l'exploit peu de temps après en passant bêtement sous les roues d'un camion, mieux valait endurer le reste de l'éternité dans les limbes de l'oubli. « Allez, va cuver ta honte ailleurs, » ordonna Bélial en se détournant avec une ironie railleuse. « J'ai d'autres générations à surveiller, mais aucune aussi amusante que la tienne, bien sûr.
Pleine d'une rage contenue, Elka quitta la petite grotte à l'atmosphère confinée. Tandis qu'il avançait sur le sol de terre battue, ses ailes encombrantes se rétractèrent peu à peu, se repliant telles les baleines d'une ombrelle funèbre jusqu'à disparaître complètement sous des omoplates. Il ne mit pas longtemps avant de tomber sur Hélène et Zeph qui l'attendaient avec impatience dans le boyau voisin. Le corps de démon de Hélène ressemblait beaucoup à celui d'Elk, le teint maladif, tatoué de la tête aux pieds et partiellement voilé de cette même substance opaque et visqueuse qui faisait office de parure macabre. En revanche, Zeph se distinguait nettement de ses camarades. Il était bien plus corpulent que sous sa forme humaine, sa peau purpuracée lui donnait un air écorché vif peu ragoûtant. Son visage dépourvu de cornes évoquait quelque chose de porcin avec deux longs crocs sur la mâchoire inférieure qui recouvraient sa lèvre du haut et, contrairement à ses camarades à l'allure épurée, il portait une sorte de tunique en cuir usé et de nombreux bijoux piqués autour de ses oreilles pointues. « Te revoilà enfin! » se réjouit Hélène. « Qu'est-ce qui t'est arrivé l'autre soir? Ce rabat-joie de Bélial n'a rien voulu nous dire. »« Je me suis fait piéger par une esbrouffeuse d'humaine, avoua-t-il, plein de rancœur. Mais elle va pas s'en tirer comme ça. Je retourne là-haut dès ce soir. Vous allez m'aider à la retrouver? » Désolé, j'ai d'autres plans, se défila la démone avec une grimace embarrassée. Et moi, j'ai épuisé mon quota de sorties autorisées. Il faut que je retourne au boulot. Les âmes maudites ne vont pas se torturer toutes seules, déplora Zeph. D'accord, ses amis le lâchaient. Aucun problème. Il retournerait la terre entière tout seul si nécessaire. Il retrouvait coûte que coûte cette rouquine qui avait entaché sa réputation et il aurait sa vengeance, parole de démon. Hélène observa son camarade fumelinant de rage qui marmonnait des imprécations dans sa barbe. Ça faisait une éternité qu'elle n'avait pas vu le regard de Helka s'animer d'autant de passion et de vie. Peut-être que sa mésaventure parmi les mortels avait ranimé une flamme depuis trop longtemps éteinte en lui. Voilà qui promettait quelques étincelles.